Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo d'histoire qui va traiter de l'Europe au temps des philosophes des Lumières et de la circulation des idées au XVIIIe siècle. Donc on va essayer de voir comment les idées qui sont mises en place par des philosophes, c'est-à-dire des gens qui vont faire acte de raison et qui vont penser la société, vont complètement remettre en cause l'ordre social qui était établi avant le XVIIIe siècle, c'est-à-dire un ordre social qu'on appelle l'Ancien Régime. Au XVIIIe siècle, on a des progrès scientifiques, on a une ouverture sur le monde depuis les grandes découvertes qui ont poussé notamment à remettre en cause les fondements sociétals des différentes sociétés européennes, donc que ce soit au niveau politique, économique ou culturel, et on a de nouvelles idées qui sont donc portées par ces philosophes qui vont se diffuser à l'intérieur de la société. Alors déjà, on va faire un petit point sur qu'est-ce que c'est que l'Ancien Régime. Pour rappel, la société du XVIIIe siècle est une société d'ordre, c'est-à-dire qu'elle est divisée en trois ordres. Le clergé c'est celui qui prie. La noblesse, c'est ceux qui, à la base, étaient là pour se battre et pour défendre le reste de la société. Ce sont les ordres qu'on dit privilégiés, donc si vous voyez sur cette pyramide, ce sont ceux qui sont au sommet, et ils ont des privilèges, c'est-à-dire notamment ceux de ne pas payer d'impôts. Et par contre, ils vont recevoir de l'argent de la part du tiers-état, qui est le troisième ordre, le peuple, ceux qui travaillent. Ces ordres privilégiés, comme vous pouvez le voir sur cette pyramide, représentent 10% de la société. Donc on n'est pas du tout sur une société égalitaire, au contraire on est sur une société inégalitaire, parce qu'on part du principe que comme c'est une société d'ordre, eh bien chacun a une place dans la société, et chacun est là pour faire quelque chose. Alors si on regarde donc justement cette caricature, on voit déjà qu'il y a une critique qui se fait de la société d'Ancien Régime, donc cette société d'ordre. Vous avez la représentation du clergé qui est représenté donc avec cet homme qui est bien habillé en rouge, qui à la base est là pour prier, pour le salut des âmes des personnes, qui continue à le faire, mais tout en amassant une certaine fortune grâce aux privilèges qu'il peut avoir. Vous voyez qu'il a une croix autour du cou, ce qui permet de représenter l'Église. Vous avez derrière lui la noblesse, donc qui est symbolisée avec les vêtements qu'il va porter, qui permet de le reconnaître au niveau de la luxure de ses vêtements, et également le port de l'épée, qui est un privilège lié à la noblesse de pouvoir porter l'épée. Donc les nobles à la base, ce sont ceux qui combattent sur les champs de bataille. C'était le cas au Moyen-Âge. Au XVIIIe siècle, ils ne combattent plus sur les champs de bataille. Les armées, ce sont principalement des armées recrutées chez soit des mercenaires, soit des armées de profession. Et vous avez surtout des nobles qui sont là soit pour donner des ordres, soit qui ne se battent plus et qui gèrent leur domaine et leur patrimoine financier. Et vous avez ces deux ordres privilégiés, donc ces deux ordres qui sont au sommet de la pyramide, qui écrasent l'homme qui les porte comme un petit peu un cheval, et qui représente le tiers-état, donc le peuple qui est écroulé sous le poids des privilèges de la noblesse et du clergé. Et vous avez en bas de cette caricature la même chose qui est représentée avec deux petits lapins, une petite salade, et vous avez les deux petits lapins en train de grignoter la salade, en gros le clergé et la noblesse en train de grignoter le tiers-état, et ce que le tiers-état produit pour les nourrir eux, alors que le peuple meurt de faim. Au XVIIIe siècle, on a deux rois, Louis XV, Louis XVI, donc qui succède à Louis XIV en 1715, pour Louis XV. Et ce roi, c'est un roi donc absolu, c'est-à-dire qu'il possède tous les pouvoirs, qu'il gouverne sans partage avec un premier ministre. Il est représenté comme le lieutenant de Dieu sur terre, donc il a non seulement un pouvoir absolu, mais également un pouvoir absolu de droit divin, c'est-à-dire qu'il gouverne au nom de Dieu dont il est la représentation sur la terre, et tout cela en vertu de la cérémonie du sacre qui lui a attribué ce pouvoir et cette légitimité puisqu'il représente Dieu. Le roi, je vous dis, il a des pouvoirs absolus, notamment il possède le pouvoir législatif, de faire des lois, exécutif, de les exécuter, et judiciaire, de rendre la justice. Il peut limiter les libertés, il peut donc appliquer la censure, c'est-à-dire empêcher la publication de certains textes, il peut emprisonner sans jugement. Donc vous voyez qu'on est ici sur une société, comme je disais, qui n'est pas du tout égalitaire. Et c'est à partir de là que des hommes, qu'on appelle donc des philosophes, vont se mettre à repenser la société pour essayer d'imaginer une société où il y aurait de la justice, de la tolérance, de l'égalité. Le but des philosophes des Lumières, c'est de créer une société éclairée qui serait basée sur la raison et sur la vérité. On parle de lumière au sens d'idée, de raison, non pas au sens d'ampoule, d'accord. C'est pas parce qu'on s'appelle philosophes des Lumières qu'ils ont inventé l'électricité, même si on a des semblants d'invention d'électricité faits par des savants à partir du XVIIIe siècle, mais c'est pas forcément des philosophes des Lumières. Ils possèdent une sagesse, une liberté de penser, et surtout ils s'interrogent sur la société qu'ils côtoient. Alors, on a plusieurs noms de philosophes qui restent à travers l'histoire, je vais vous en citer quelques-uns, ce ne sont pas les seuls qui existent, mais ce sont ceux dont vous entendrez certainement parler à la fois en français et également en histoire. On a déjà Diderot, donc Diderot c'est un philosophe, c'est un écrivain français, et c'est également le fondateur de l'encyclopédie. L'encyclopédie c'est un texte qui va essayer de réunir
tous les savoirs et toutes les connaissances qui ont été accumulées jusqu'au XVIIIe siècle. Donc il y a deux types d'encyclopédies, une encyclopédie écrite sous la forme d'articles et une encyclopédie avec des planches, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas imprimer à la fois une image sur un côté et un texte sur l'autre, donc on avait un texte qui était imprimé et un texte qui est fait avec des planches, c'est-à-dire des images et des illustrations. Dans cette encyclopédie, donc, il va publier des articles qui sont écrits par d'autres philosophes des Lumières. On a un autre philosophe qui est assez connu, c'est celui qui s'appelle Montesquieu. Montesquieu, c'est également donc un écrivain, souvent les philosophes sont écrivains, et il va notamment beaucoup réfléchir sur la séparation des pouvoirs, en expliquant que dans chaque État, il y a donc trois pouvoirs. On a dit législatif, faire les lois, exécutif, les exécuter, et judiciaire, rendre la justice, et que si ces trois pouvoirs sont détenus entre les mains d'une seule et unique personne, ça peut mener à un pouvoir dictatorial ou à ce qu'on appelle le despotisme, en gros une autorité qui possède tous ses pouvoirs et qui se comporte comme un tyran, donc de manière absolue. C'est une critique un peu déguisée de la monarchie absolue. Hein. En gros, pour qu'un État fonctionne, il faut que ces trois pouvoirs soient divisés dans la société et partagés entre des différents représentants. Voltaire, c'est une figure très connue des philosophes des Lumières, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup exprimé, c'est à la fois un philosophe, un dramaturge, un poète, un physicien, un mathématicien, enfin bref, il a beaucoup de capacités comme ça. Il a fait plusieurs séjours en prison, Voltaire, parce qu'il a critiqué des nobles, il a été à la Bastille, qui est la prison royale, il a écrit des textes qui ont été pour beaucoup censurés, il s'est beaucoup investi dans la lutte contre l'intolérance, contre l'injustice, et il a fini par partir en exil en Angleterre. Donc c'est quelqu'un qui a énormément contribué à faire avancer le mouvement des philosophes. Un autre philosophe, Rousseau, qui a donc philosophe, musicien, écrivain, qui écrit par exemple sur l'égalité des hommes, explique qu'à l'état nature, c'est-à-dire dans un monde où il n'y aurait ni société ni État, en gros tous les hommes sont égaux, et qui critique donc beaucoup cette inégalité qui se fait lorsqu'apparaît un État et une société qui essaye de prendre le pouvoir sur certaines personnes avec l'apparition des différentes catégories sociales. Et il explique que, en gros, si on ne fait rien pour pouvoir remédier à cet état d'inégalité, donc notamment critique déguisée de l'Ancien Régime et de la société d'ordre, on approche d'un siècle où il risque d'y avoir des révolutions et des remises en cause de cette société. Il est un peu prémonitoire. Hein. Quand on parle de philosophes des Lumières, on a tendance à penser qu'il n'y a que des hommes qui étaient des penseurs au XVIIIe siècle. Alors, il est vrai que majoritairement ce sont des hommes, notamment parce qu'on est dans une société où les femmes n'ont pas forcément accès à de l'éducation, donc si jamais ce sont des femmes qui font acte de raison ou qui ont été éduquées, ce sont souvent des femmes qui soit sont issues de la haute bourgeoisie, soit de la noblesse, mais c'est pas parce qu'il y en a peu qu'il n'y en a pas eu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants historiographiques, donc c'est-à-dire d'historiens qui réétudient l'histoire sous le point de vue des femmes, pour essayer de montrer que les femmes ont aussi participé à l'histoire, qu'il n'y a pas eu que des hommes. Et surtout une femme de lettres, une femme de science qu'on peut retenir, c'est Émilie du Châtelet, qui a reçu en fait la même éducation que ses frères, qui était une grande scientifique, qui a gagné des concours, et qui a également donc fait des critiques sur la société, notamment dans la préface du livre qui s'appelle La fable des abeilles, elle écrit que les hommes et les femmes ne sont pas égaux et se questionne sur le fait de savoir eh bien, pourquoi on a l'impression que les hommes eh bien, seraient plus intelligents que les femmes. Donc elle fait toute une remise en question comme ça de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc on retiendra sur les philosophes des Lumières qui ils sont, c'est-à-dire les différents noms qu'on a pu avoir, Rousseau, Voltaire, Émilie du Châtelet, Diderot, Montesquieu. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Eh bien, remettre en cause cette société d'Ancien Régime, dans laquelle on a une société d'ordre, une société inégalitaire, une monarchie absolue. Et qu'est-ce qu'ils combattent? Eh bien, ils combattent toutes ces idées-là qu'ils veulent remplacer par de l'égalité, de la tolérance, de la justice. Donc ça, c'est vraiment les principes de base de ces philosophes qui essayent de créer une nouvelle société. Donc ensuite, ce qu'il convient surtout de retenir et de comprendre, c'est que ces idées qui sont portées par ces philosophes vont se diffuser dans la société. Alors comment elles se diffusent? Première chose, on avait dit que Diderot, il avait fondé l'encyclopédie, donc un ouvrage qui tentait de rassembler l'ensemble des savoirs. Donc l'encyclopédie, c'est bien pour rassembler ces savoirs, mais il faut quand même se souvenir qu'on est sur une société où il y a 70 à 80% de la population qui est analphabète, donc qui ne sait pas lire. Alors oui, les recueils de planches, ce sont des images qui peuvent permettre de faire comprendre les articles. Pour autant, avoir accès à l'encyclopédie, c'est réservé à un tout petit nombre de personnes, c'est souvent des gens qui ont soit de l'argent, soit du pouvoir, donc pas tout le monde ne peut avoir accès à ces ouvrages qui sont très chers. Donc comment les idées se répandent? Eh bien de deux façons. Soit dans les salons, alors les salons sont souvent tenus par des femmes soit bourgeoises, soit de la haute noblesse,
qui vont réunir autour d'elles des gens de lettres, des gens de sciences, pour pouvoir donc faire circuler ces idées. Alors à la base, c'est pas des salons où on va remettre en cause l'autorité monarchique, parce que souvent, quand c'est des nobles, ils n'ont pas forcément envie de remettre en cause cette autorité, hein, leurs privilèges, ça leur plaît, ils n'ont pas envie de les perdre, mais ça va quand même contribuer à la diffusion des idées, et à la rencontre d'autres savants, d'autres philosophes. Au niveau du peuple, parce qu'évidemment le peuple n'est pas invité dans les salons tenus par les tenancières ou les membres de la noblesse, le peuple ça va plutôt se diffuser dans ce qu'on appelle les cafés, donc le café ça venait d'Amérique, et cette boisson va contribuer à la réunion des gens dans des bars, des cafés, où justement ils vont commencer à parler de ces différentes idées qui circulent et à s'interroger en se rendant compte qu'ils sont exploités par cette société d'ordre, et c'est progressivement ces idées qui se répandent qui vont ensuite conduire à la Révolution française et la remise en cause complète de la société d'Ancien Régime. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Révolution française.